Cette semaine, à Vidéo Terreur, on vous parle des tueurs en série, plus communément appelés des slashers. Bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on va parler des slashers, les tueurs en série qui ont meublé notre cinéma et qui le meublent encore. Et avec moi cette semaine, comme à chaque semaine, M. Jimmy Franqueur, fan et spécialiste des films d'horreur. Bonjour Jimmy. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Les slashers, c'est un grand... Quand on pense à films d'horreur, je pense que c'est souvent une des premières choses à laquelle on va penser. Au niveau des slashers. C'est né comment les slashers? C'est quoi en fait un film de slasher? En fait, le slasher, on pourrait dire là, que c'est le film où le tueur est central. C'est vraiment le tueur est la star. Où les personnages et l'histoire, je dirais, servent simplement presque à amener à créer des situations pour que quelqu'un se fasse tuer. Effectivement. Donc, on n'est pas encore une fois dans le cinéma d'auteur, dans le cinéma intellectuel. On est vraiment dans les montagnes russes. C'est la maison hantée. C'est l'équivalent de la maison hantée au cinéma. Là. On peut regarder en termes toujours d'influence. Là. Je pense que un des films marquants, je dirais, dans la genèse de ce style-là, c'est Psychose d'Alfred Hitchcock. Oui, clairement. Qui avait clairement, là, je dirais, brisé un peu là, plusieurs tabous. Donc, entre autres, de tuer le personnage principal à mi-parcours. La scène de la douche, qui est toujours une scène mythique, là, qui fait partie justement quelque chose qui a beaucoup marqué l'imaginaire collectif. Donc, ça, c'est clairement un film marquant. Mais là, on est dans les années 50, Psychose. Oui, Psychose, années 60, 1960, okay. Effectivement. Là. Donc, quand on arrive ensuite, je dirais comme autre influence marquante, Texas Chainsaw Massacre, 1974, avec Tobe Hooper. Oui. On pourrait le classer comme étant un slasher, mais je dirais au niveau de la structure, on est vraiment ailleurs. On est, je dirais, c'est pas encore nécessairement, on pourrait pas parler nécessairement d'un slasher, quoique ça pourrait être débattable. Ouais. Puis c'était aussi inspiré de des faits vécus. Oui, un tueur là, qui s'appelait Ed Gein. Ouais. Donc on avait très romancé le film. Mais on est quand même dans un peu, je dirais, dans cette genèse-là, le tueur masqué, les jeunes qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Le premier vraiment, je dirais, film qu'on pourrait qualifier de slasher, là, ça serait probablement Black Christmas, qui est un film canadien, 1974, où on va retrouver entre autres un plan qui est super utilisé dans les slashers, qui est le plan du point de vue du tueur, là, donc la caméra. Okay. Donc tout en ayant le point de vue du tueur, on perd son identité, donc on ne sait pas nécessairement c'est qui. Ça a été, je dirais, un point de vue qui a été excessivement utilisé. On va souvent créditer John Carpenter pour ce plan-là, mais en fait, c'est Black Christmas. Donc, ce qui nous amène à parler de John Carpenter, qui est probablement le premier prototype du slasher vraiment véritable, Halloween, oui. 1978, avec Jamie Lee Curtis. Et là, tous les ingrédients sont là, en fait. Là. Je dirais, on est vraiment dans ce qu'on va appeler aussi un thème qui est récurrent dans le slasher, là, on pourrait traduire la final girl, la fille finale, ou celle qui va survivre. Celle qui va survivre, et c'est toujours une femme, pratiquement. Ça fait partie un peu des règles d'or. Donc, la jeune fille innocente, je dirais souvent un peu plus introvertie, plus intellectuelle, celle qui cadre moins avec le groupe là, de jeunes qui sont souvent... je dirais, il y a comme aussi des règles d'or là, qu'on pourra regarder tantôt, mais souvent, c'est la fille un peu qui va à l'encontre du groupe, qui réussit par son ingéniosité ou sa détermination à survivre au tueur.
On a ça clairement là, dans Halloween. Puis on a aussi quelque chose qui est très, très central dans les slashers, c'est le tueur masqué. Le tueur qui personnifie presque une force, je dirais, de la nature. Il n'y a pas nécessairement un souci de réalisme. Le tueur va souvent être excessivement dur à tuer, va se relever à maintes reprises. Puis on pourrait même faire un parallèle à Godzilla, en fait, là, où Godzilla qui représente un peu la force de la nature sous l'apparence d'un monstre. Je dirais, on a un peu cet élément-là aussi dans les tueurs dans le slasher, là, où le tueur, en fait, de par son masque, perd un peu son humanité et devient presque une force de la nature en déchaînée. Là. Halloween night. A small American town. 15 years ago. Michael? Halloween. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. I think he'll come back. Exploring uncharted territory. Totally charted. Just talk. Sure. The only reason she babysits is to have Halloween. Okay, Linda. Come on out. Halloween. The night he came home. Il y a une anecdote intéressante. Hein? Tu sais que le masque d'Halloween du tueur est en fait un masque de William Shatner. Captain Kirk. Oui, de Captain Kirk. Ouais, ça m'a fait rire, ça. Ça va être quoi les autres codes qu'on va retrouver à l'intérieur des films de slasher? Ben, c'est un peu ironique parce que le slasher, justement, du fait que je dirais, il y avait une grande emphase sur les meurtres, puis sur le côté sanglant, ça a été très, très attaqué par la critique. Il y a eu beaucoup de groupes aussi aux États-Unis religieux qui disaient qu'en fait, on faisait la propagande, puis de la violence, puis qu'on incitait à la violence. Donc, mais si on regarde la structure, je dirais, du slasher, c'était des films qui sont excessivement moralisateurs. On va souvent faire un parallèle avec, je dirais, le conte pour enfants, où essentiellement, les gens qui vont mourir dans ces films-là, c'est les gens qui consomment de la drogue, qui ont des activités sexuelles ou qui font, je dirais, c'est les mauvaises actions qui vont être clairement punies de façon très, très, je dirais, directe là, dans ces films-là. Et effectivement, souvent, la jeune fille qui va réussir à survivre, c'est elle qui va faire, en fait, tout ce qui est moralement, je dirais, adéquat. Là. Donc, ne consommera pas, n'aura pas nécessairement de petite amie. Donc, il y a un côté très, très moralisateur, je dirais, à ce genre de film-là. Là, on parle d'Halloween. Moi, je pense tout de suite à Vendredi 13 qui a complètement traumatisé mon enfance. Tout à fait, là, qui est aussi, on pourrait dire, Halloween et Vendredi 13, qui sont probablement les deux films, je dirais, là, qui soutiennent l'édifice du slasher, parce qu'effectivement, Vendredi 13, où on a encore une fois le tueur masqué, puis encore une fois une ribambelle de jeunes plus ou moins agréables, en fait, parce que c'est souvent des personnages qui sont excessivement, je dirais, vides. Là.
Égoïstes, ils pensent à eux-mêmes, ils veulent faire les petites affaires. Puis, ils s'écartent du groupe au mauvais moment. Tout à fait. Puis en fait, ces personnages-là existent principalement dans le seul but d'être tués. Là. Oui. Donc, c'est pas fait nécessairement pour qu'on s'identifie à ces personnages-là. Donc, ils sont relativement assez vides. Là. Puis on va aussi, selon moi, là, être ingénieux dans la manière de réussir à tuer de nouvelles manières. Surtout, quand on passe à Vendredi 13, il y en a quand même eu 10, 11. Là, de comment on va réussir à tuer d'une nouvelle manière pour... Tout à fait. Là. C'est un peu, je dirais, l'intérêt, probablement le défi aussi des scénaristes, des réalisateurs, de concurrencer. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi là, que quand la mode, je dirais, du slasher a commencé, on est justement là, on fera peut-être un parallèle avec Halloween encore une fois, mais l'idée, c'est d'user d'ingéniosité pour être le film qui va être le plus marquant. Donc, chaque réalisateur essaie un peu d'augmenter la mise. Par contre, on sait aussi que la censure a beaucoup été importante à cette période-là. Donc, parallèlement où on voulait essayer de monter la mise, la censure avait une réaction, je dirais, un peu adverse où essayait de plus en plus de censurer. Là. Hello? Who's that? Oh, hi. What are you doing out in this mess? 1, 2, 3. We weren't doing anything. We were just messing up. 4. 5. 6. Must be my imagination. 7. Can I help you? Hello? 8. 9. 10. 11. 12. Friday, the 13th. You may only see it once, but that will be enough. Friday, the 13th. Mais peut-être pour un peu comprendre aussi, là, justement, si on revient à Halloween, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un film là, qui était sorti en 78, mais qui a fait des recettes au cinéma incroyables et qui avait un budget excessivement restreint. Puis ça, c'est un élément marquant, en fait, parce que justement, c'est devenu un peu le Klondike, là, où les réalisateurs et les maisons de production se disaient « OK, il y a moyen de faire beaucoup d'argent avec peu d'investissement. » Donc, il y a vraiment eu un intérêt au niveau des studios. Presque tout le monde voulait sa franchise là, de slasher là. Parce que économiquement, c'était intéressant. Mais parallèlement aussi, les studios, je dirais, avaient relativement, honte de ces produits-là. Par exemple, l'exemple de Paramount là, avec Vendredi 13. Paramount a toujours été, je dirais, un peu mal à l'aise avec le succès de leur franchise. Okay. C'était économiquement très, très profitable. Mais Paramount voulait beaucoup plus produire des films, je dirais, de grand cinéma. Et étaient un peu embarrassés par leur propre succès. Là. Alors que, par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais la New Line avec Freddy, oui. Où je dirais ils ont assumé pleinement on va même souvent dire que la New Line, c'est le studio que Freddy a bâti. Là. Okay. Mais, donc, il y avait toujours un peu cette relation-là, un peu de malaise même au niveau des studios, mais en même temps, je dirais l'attrait économique était quand même là. Donc, d'un côté, on était mal à l'aise, mais on n'était pas si mal à l'aise de ramasser les profits. Là. Ouais.
Puis je sais que c'est des films aussi qui ont généré beaucoup de suites. Hein. Puis d'autres studios essayaient. Il y a eu des contextes de slasher, là, toutes les fêtes, Saint-Valentin, Pâques. Tu sais, je veux dire, Noël, on a essayé d'en faire dans toutes les situations possibles. Oui, tout à fait. Oui, les fêtes ont beaucoup été exploitées. À peu près, effectivement, chaque fête. Puis même quand on est arrivé à cours de fête, on avait le 1er avril, April Fool Day. On a puisé dans, effectivement, là, tout ce qui était fête. C'est un élément aussi, effectivement, là, qui décrit le style et les suites. Parce qu'effectivement, chaque suite était souvent profitable. Donc, et le cadre était fait, la logique était installée, les fans en demandaient, donc on en produisait. Là. C'est qui les. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui ont été marquants dans la mode des slashers où ça changeait beaucoup? Puis c'est qui les slashers ou les acteurs qui ont marqué, en fait, là, ces films-là? Ben, au niveau des réalisateurs, bon, effectivement, on pourrait parler comme de John Carpenter, mais il n'y a pas nécessairement, je dirais, il y a peu de réalisateurs qui se sont vraiment, je dirais, plongés, ancrés dans le genre. En fait, plusieurs réalisateurs se sont essayés, là, je dirais, à le faire. Il y a des acteurs qui sont, je dirais, quand même marquants, mais je dirais, ironiquement, encore une fois, dans le slasher, on a beaucoup critiqué le style comme étant misogyne, mais encore une fois, quand on l'analyse de façon objective, c'est presque exclusivement une femme qui va survivre à la fin. Et les stars des slashers sont beaucoup plus des femmes. On va penser, par exemple, ce qu'on a appelé même aussi des Scream Queens. Ouais. Le phénomène de la Scream Queen, donc, qui est des actrices qu'on va souvent voir dans ce genre de film-là. Jamie Lee Curtis, qui est probablement la plus grande, là, qui a joué dans Halloween, mais qui a joué dans Terror Train, qui a joué dans beaucoup de films, justement, là, qui est devenu identifié. Puis Jamie Lee Curtis elle-même, à un moment donné, a mis un frein à sa carrière d'horreur avant d'être prise un peu exclusivement dans ce genre de scénario-là. Mais encore une fois, là, c'est un style qui est beaucoup moins ancré dans des acteurs comme quand on parlera par exemple du Hammer avec Christopher Lee, où on peut clairement identifier certains acteurs à un style. On a un peu moins ça, là, je dirais, dans le fait aussi que pour le slasher en tant que tel, il est souvent masqué. Je veux dire, à part Freddy, parce que là, c'est le visage de Robert Englund qui était maquillé, où on l'a identifié puis il a gardé son rôle tout le temps. Au bout du compte, on pouvait mettre n'importe qui dans le rôle du tueur, puis ça avait peu d'importance. Il y a Kane là, qui a beaucoup joué, là, qui a 4 films de mémoire là, qui a joué en tant que Jason. Effectivement, d'un film à l'autre, là, souvent les acteurs changeaient. Là. Est-ce que c'est un film qui est encore vivant, qui continue? Parce qu'il me semble que ça se démode pas, ça, la mode. Puis, est-ce que le public était en lien avec ça? Là, est-ce que c'est parce que le public se renouvelle, parce que c'est un film qui vise peut-être plus les adolescents? Ou je me trompe? Ben, je pense qu'il y a effectivement les adolescents, c'est toujours, je dirais, ce sont des bons consommateurs de ce genre de film-là, mais il y a aussi, je dirais, ceux qui étaient adolescents aujourd'hui qui regardent toujours ça avec beaucoup de plaisir, là, qu'on va retrouver ça. Par contre, on peut dire à peu près, habituellement, on s'entend que l'âge d'or, là, c'est des années 78 à 85. Là. On est vraiment dans le pic, là, le pic de la créativité au niveau là, du nombre de slashers qui sort. À partir de 85, là, on voit quand même, je dirais, un certain essoufflement, là, qui n'est probablement pas étranger au fait que la censure était devenue, je dirais, vraiment, je dirais presque castrante avec ce genre de film-là. Puis, on peut faire un lien probablement aussi avec l'avènement de Freddy. Là. En 85, là, Les Griffes de la nuit, Freddy apparaît. Et là, on est comme dans une seconde vague où, je dirais, on sort vraiment de la structure. Freddy va tuer non pas, je dirais, dans les camps de vacances, mais à travers les rêves. Donc, on commence à avoir une deuxième vague, je dirais, là, de films qui vont être, par exemple, Freddy, Chucky, la poupée, Hellraiser, où on voit encore quand même l'idée générale que je dirais que le tueur ou le méchant est presque la star, mais que je dirais que la couleur un peu des films commence à changer. Là. Encore une fois, on voit que sur des vagues d'à peu près moins de 10 ans, là, il y a un essoufflement, les gens commencent à trouver que la formule tourne en rond. Donc, il y a une perte d'intérêt à partir des années 85. Le genre va quand même, je dirais, subsister, mais là, je dirais actuellement, il y a un certain intérêt aussi qui revient au fait que les années populaires, les années 80 sont populaires. Il y a comme il y a un côté rétro des slashers qui est intéressant. Oui, on a quand même vu un Halloween là, l'an dernier. Là. Tout à fait, là. Ouais. Qui en fait, je dirais, un peu justement dans cette même ligne-là, d'un retour un peu au film des années 80, l'intérêt que ça suscite. Donc, le style est clairement encore en vie, mais l'âge d'or est derrière nous. The kids of Elm Street don't know it yet.
But something is coming to get them. There's something out there, isn't there? You could just see cuts happening. What did that, Lieutenant? I don't know. Tina! What's the coroner got to say? He's in the jar and puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy, there's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. No! She's the only one who can stop it. If she fails, I'm your boyfriend now, Nancy. no one will survive. From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror, Nightmare on Elm Street. Quelqu'un par hasard qui n'a jamais vu un film de slasher, quel film tu lui conseillerais pour comprendre le genre? Moi, je sais que, par exemple, Texas Chainsaw Massacre, c'est un film, même si on peut peut-être pas le mettre là-dedans, qui vieillit encore très bien puis qui est d'une efficacité troublante, en fait. Sinon, des fois, j'ai l'impression que ça vieillit pas toujours bien. Est-ce que j'ai tort? Ouais, effectivement, il y en a qui sont quand même, je dirais, très ancrés dans les années 80, mais pour revenir à Texas Chainsaw Massacre, effectivement, je pense que c'en est un qui doit être vu, même si on ne peut pas nécessairement lui poser l'étiquette, là, je dirais, de pur slasher, qui est un film excessivement efficace, très fort. Puis en fait, c'est intéressant parce qu'au niveau de la censure, on a eu beaucoup de difficultés avec ce film-là parce que on voit peu de violence à l'écran. Ouais. Elle est beaucoup suggérée, elle est beaucoup, je dirais, un peu présumée. Mais lorsqu'on est venu, justement, là, je dirais à se demander, bon, quelle scène qu'on pourrait enlever pour avoir un classement peut-être un peu plus grand public, on se rendait compte qu'en fait, le film est marquant, mais il y a peu de scènes qui sont vraiment visuellement, je dirais, violentes. C'est l'ambiance qui est excessivement forte. Ouais. Donc ça, c'est effectivement un film qu'on pourrait, je dirais, mettre. Je pense qu'Halloween, le premier, c'est un incontournable. Oui. Des Halloween, il y a eu beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressants dans toute cette vague-là? Parce que... Ben, le deuxième est intéressant où, je dirais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le premier se termine et le deuxième continue vraiment, là, je dirais, quelques minutes après le premier. C'est vraiment une vraie suite et non pas souvent on va avoir ce qu'on appelle une suite, mais c'est à un autre moment, c'est déconnecté. Là, je dirais, les deux peuvent presque se voir là, en continu. Fait que ça, c'est intéressant de voir ça. Le dernier est quand même intéressant aussi, où on va refaire un peu la mythologie, on va enlever certains éléments. Vendredi 13, qui, je dirais, dont on pourrait s'entendre là, que les quatre premiers là, sont quand même, je dirais, excessivement forts. Encore une fois, je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que ces films-là sont écoutés plus pour décrocher, pour s'amuser, que pour réfléchir. On n'est pas dans le drame humain. Là. Oui. Un film peut-être moins connu, mais je pense qu'il vaut la peine, et c'est un film canadien, c'est My Bloody Valentine, Meurtre à la Saint-Valentin. Avec Karl Marotte, qui est tout jeune. Et qui meurt dans un... réfrigérateur. Oui, mais avant, il va se noyer dans un contenant hot dog. Là. Ouais, oui. Mais effectivement, c'est un très, très beau film canadien, puis un slasher, je dirais, qui se tient, là, bien réalisé. Je pense que c'est un incontournable là, à voir. Là. In this town on Valentine's Day, everybody loses their heart. Roses are red, violets are blue. One is dead, and so are you. It can't be happening again. Stop! It can't be happening again. What's going on over in Valentine Bluffs? It looks like Harry Warden's back in town. It happened once. It happened twice. Cancel the dancer, it'll happen twice. In the town
Valentine Plus. There are many ways to die. Take your pick. My Bloody Valentine. Le déclin, est-ce qu'il y en a réellement eu un ou l'intérêt continue? Les studios, est-ce qu'ils continuent à produire ce genre de film-là? Ponctuellement, mais comme je dis, là, à partir des années 85, là, il y a eu une certaine, je dirais, recrudescence en 96 avec Scream, Wes Craven. Oui. Où on parlait de... Wes Craven qui est derrière aussi Freddy. Tout à fait, oui, effectivement. Donc, qui a réinventé un peu la formule du slasher où on parle même des méta-slashers. En fait, qu'est-ce qu'on parle, c'est que on va clairement donner les règles du slasher, là, la Final Girl, les compagnies, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est comme si les gens sont conscients que ces règles-là existent. Là. Fait que c'est comme une réflexion, une auto-réflexion sur le genre. C'est intéressant. Donc, Scream est intéressant, comme je dirais, où on a assumé le style. Il y a un côté humoristique aussi à la chose. Donc, ça peut faire partie aussi, là, je dirais, d'une tentative de garder le style vivant. Mais encore une fois, il y a des productions qui se font encore, mais on est, comme je dis, l'âge d'or est derrière nous. Il y a aussi, là, comme on pourrait appeler la dernière vague, là, qui est les films comme ça, puis Hostel. Oui, c'est vrai. Où on retombe dans un peu de la série comme ça, là, qu'il y en a eu plusieurs. Hostel, mais c'est des films, par exemple, où je dirais, là, on a atteint un niveau où la critique puis la censure La censure n'a pas nécessairement eu d'emprise sur ces films-là, mais ils ont beaucoup provoqué aussi une réaction. On se disait, essentiellement, le temps passé à faire mourir les gens est tellement rendu important. Et il y a eu encore une fois une réaction, je dirais, un peu du public là, face à ces films-là. Mais encore une fois, on est toujours dans la même chose où le public en redemande. Ouais. Donc, souvent, les critiques, les censeurs sont un peu à contre-courant. Les studios, en fait, sont toujours aussi un peu poignés dans je dirais, la contrainte économique où on voit clairement que ça génère un intérêt. On est toujours un peu plus ou moins à l'aise avec le produit là, qu'on produit. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine.